Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13 h. Voici les titres de votre édition. Nous commencerons ce journal au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier 3 ambassadeurs en mission en Côte d'Ivoire. Ce sont les diplomates mauritaniens et soudanais dont la mission tire à sa fin et le diplomate malien. Et dans une quinzaine de minutes, nous évoquerons la rencontre de haut niveau qui a eu lieu jeudi ici à Abidjan entre le Conseil régional de l'épargne publique et du marché financier et les émetteurs de titres cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cela dans l'objectif d'assurer une meilleure attractivité du marché financier régional. L'actualité, c'est aussi l'épidémie d'Ebola en cours dans l'est de la République démocratique du Congo qui a fait plus de 300 morts, 303 décès pour être plus précis, et 255 confirmés et 48 probables et 179 personnes guéries. Nous en parlerons en toute fin de journal. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier 3 ambassadeurs en mission en Côte d'Ivoire. Ce sont les diplomates mauritaniens et soudanais dont la mission tire à sa fin et le diplomate malien. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. 3 ambassadeurs en mission en Côte d'Ivoire. Ils sont du Mali, de la Mauritanie et du Soudan. Ils ont été reçus successivement par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi. Le premier de ces diplomates à s'être rendu au palais présidentiel est celui du Mali. Il sera suivi tour à tour par les diplomates de la Mauritanie et du Soudan. Ces 2 derniers, contrairement à l'ambassadeur malien, sont venus informer le chef de l'État de la fin de leur mission sur le sol ivoirien. Comme vous savez, en fin de mission, j'avais l'honneur d'être reçu par son Excellence. Et à cette occasion, j'ai présenté mes remerciements. Mes chaleurs et remerciements d'ailleurs. Et à cette occasion encore, ma reconnaissance pour toutes les facilités que j'ai eu l'occasion de trouver ici en Côte d'Ivoire. Je suis honoré d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président, pour une audience d'adieu. Parce que ma mission ici, en tant qu'ambassadeur du Soudan à Abidjan, prend fin et je suis reçu par le président et Monsieur le Président m'a parlé des liens qui existent entre le Soudan et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la fin de leur mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Mauritanie y a passé 6 ans et celui du Soudan 2 années. On prend maintenant la direction de New York aux États-Unis où le Conseil de sécurité a adopté jeudi à l'unanimité des 15 États membres la résolution 2447-2018 portée par la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. C'est une résolution qui vise à promouvoir une meilleure cohérence entre les différents acteurs des Nations Unies œuvrant dans les domaines de l'état de droit, de la justice et des institutions pénitentiaires dans les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales. On en sait plus avec Michel Digré. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2018/1109 lèvent la main. C'est la toute première résolution adoptée sous la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité pour ce mois de décembre. Sur le fond, la résolution 2447 souligne l'importance d'intégrer l'appui des Nations Unies à la police, à la justice et aux services correctionnels dans les mandats des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales. La résolution souligne la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de chaque conflit, notamment en renforçant l'état de droit au niveau national et international. Il faut retenir que le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas a été un facteur important pour parvenir à un accord sur cette résolution. Avant son adoption à l'unanimité des 15 États membres du Conseil de sécurité, les enjeux de cette résolution ont été relevés. Cette résolution est un grand pas en avant. Elle reconnaît qu'il ne peut y avoir de paix durable sans la justice.
Pour y arriver, il faudra se référer aux bonnes pratiques du passé, comme par exemple les cellules spéciales de soutien aux poursuites créées par la MONUSCO. Sans leur aide, des crimes graves, y compris les violences sexuelles, seraient restés impunis. La Côte d'Ivoire accorde la plus grande importance à la résolution qui va être adoptée par notre Conseil en ce qu'elle adresse des problématiques au cœur de notre histoire récente. En effet, la restauration et le renforcement des capacités des institutions policières, judiciaires et correctionnelles ont été un des axes majeurs de la collaboration entre le gouvernement ivoirien et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et participent des conditions qui ont présidé au succès unanimement reconnu de l'action onusienne de mon pays. C'est donc mû par la volonté de partager les 13 années de riches enseignements tirés de l'opération de maintien de la paix que la Côte d'Ivoire s'est fait l'impérieux devoir de participer à la maturation de ce projet de résolution dont nous espérons qu'elle guidera l'action onusienne dans les opérations de maintien de la paix en cours et à venir, et je vous remercie. En outre, la résolution 2447 demande au secrétaire général de l'ONU de veiller à ce qu'une analyse approfondie du contexte des capacités et des besoins des États hôtes soit établie lors de la planification des missions de paix. Ici en Côte d'Ivoire, les collèges électoraux des élections partielles des conseils régionaux du Lodjibois et du Guémont et des conseils municipaux de Lakota, Bingerville, Grand-Bassam, Boko, Rubino et Port-Boué sont convoqués pour demain 16 décembre de 8h à 18h. Et justement, dans le cadre de ces élections de dimanche, le préfet d'Abidjan s'est rendu hier à Port-Boué et à Bingerville. Vincent Tobihirier s'est entretenu avec les différents candidats, les invitant à l'apaisement, puis il a rassuré les populations quant aux dispositions sécuritaires prises pour le bon déroulement de ces scrutins. Laurent Sachaud, Kolo Koulibaly. C'est à Bingerville que le préfet d'Abidjan a débuté cette visite. Ensuite, Vincent Tobi s'est rendu à Port-Boué. Dans ces deux communes, le message était le même, des élections apaisées. Nous avons saisi l'opportunité de la rencontre pour demander instamment à chaque candidat d'appeler les électeurs au calme, parce que c'est juste une compétition, ce n'est pas une bagarre, il est important que ce processus se passe bien. Et je peux rassurer l'ensemble des populations, des électeurs, que la sécurité sera assurée, des dispositions spéciales ont été mises en place. C'est en même temps une mise en garde contre les perturbateurs ou contre ceux qui agiront au contraire des lois de la République de Côte d'Ivoire pendant cette élection. Les personnes qui le feront, qui agiront ici seront interpellées. Au cours de cette visite, les différents candidats aux municipales à Bingerville et Port-Boué se sont engagés à œuvrer pour des élections paisibles, mais aussi à respecter les résultats des urnes. Bien évidemment, nos équipes sont déployées pour la couverture de ces élections couplées de demain, dimanche 16 décembre. Venons-en maintenant à cette rencontre de haut niveau qui a eu lieu jeudi ici à Abidjan entre le Conseil régional de l'épargne publique et du marché financier et les émetteurs de titres cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Une occasion pour les deux parties de créer une plateforme d'échange sur les opportunités offertes en matière de vulgarisation des instruments financiers innovants. L'objectif est d'assurer une meilleure attractivité du marché financier régional. Le reportage de Lanciné Bakayoko. La diffusion de l'information financière, une exigence capitale pour assurer l'attractivité du marché régional auprès des intervenants que sont les investisseurs et les sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières. Cette rencontre permettra aux émetteurs d'harmoniser leurs politiques de diffusion de l'information pour être conformes aux prescriptions des conseils des ministres de l'UEMOA. Les diffusions trimestrielles qui n'est pas régulièrement fait par l'ensemble des émetteurs, semestrielles parce que tout le monde ne fait pas les arrêtés semestriels et cela crée des dysfonctionnements au niveau de la diffusion de l'information financière. Ce dispositif consensuel de partage de l'information entre les acteurs devrait surtout contribuer à accélérer le dynamisme du marché financier régional. Cette qualité de l'information financière et de sa diffusion régulière auprès du marché va faire en sorte que le marché puisse se hisser au même niveau des standards internationaux dans les autres places. Pour les autorités de l'Union, la diversification des produits financiers, à savoir le capital investissement et la finance islamique, reste un enjeu majeur.
En relation avec cette politique d'élargissement de la base des investisseurs, de nouvelles réformes liées notamment à l'émission d'obligations vertes et sociales sont également envisagées. Ces nouveaux instruments qui sont axés autour d'enjeux écologiques et sociaux de la finance durable se positionnent comme une alternative remarquable du financement de nos économies au profit des populations de l'Union. Au titre de l'exercice en cours, plus de 790 milliards ont été levés sur le marché financier au 30 novembre 2018. Mais selon les projections, le seuil annuel moyen de 1000 milliards de francs CFA sera franchi d'ici la fin de l'année. Le code des marchés publics ivoirien vient d'être validé à Yamoussoukro. Il répond aux normes de l'UEMOA et aux standards internationaux. Ce code vient renforcer le corpus réglementaire des marchés publics pour la crédibilité et la transparence du système de la commande publique ivoirienne. Prochaine étape, la présentation du code au gouvernement pour adoption. Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Les marchés publics ivoiriens ont désormais un nouveau code. Réglementation pour répondre aux normes de l'UEMOA et aux standards internationaux en matière de commande publique. C'est le fruit de 3 jours de réflexion et d'échange entre l'autorité nationale de régulation des marchés publics, ARNP, et les acteurs des secteurs publics et privés, la société civile, les partenaires techniques et financiers. Des nouveaux principes pour rendre plus fluide la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Nous avons tenu compte de ce que les acteurs de la commande publique ont versé comme proposition au vu de la pratique, des constats observés tout au long des 9 années de pratique du code que nous sommes en train de réviser. Ce nouveau code des marchés publics se veut ferme. Ceux qui sont chargés de l'exécution de ces budgets-là, que ces acteurs-là appliquent la réglementation, nos services assurent que chacun joue son rôle pour que les deniers publics aillent à destination des bénéficiaires qui avaient été visés par l'action gouvernementale. Ce nouveau code est aussi une réponse à l'environnement économique ivoirien actuel. Ce que je retiens, c'est que ça traduit la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'améliorer les outils de la commande publique à la disposition des Ivoiriens. Donc on peut se réjouir de l'adoption de ce texte-là. La Côte d'Ivoire est à son 4e code des marchés publics après ceux de 1992, 2005 et 2009. Un nouveau code pour la crédibilité et la transparence du système de la commande publique, comme le veut le gouvernement ivoirien. Le Fonds monétaire international annonce de bonnes perspectives pour la Côte d'Ivoire. Un rapport sur les perspectives économiques et régionales et la situation du pays vient d'être produit. Il en ressort, selon le FMI, une bonne tenue de l'économie ivoirienne avec notamment un taux de croissance qui s'est établi à 7% en 2017. Le rapport a été présenté cette semaine au ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. Jean-Luc Bangbo. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire connaît la croissance la plus importante de son histoire. C'est l'un des enseignements forts du rapport présenté par José Rijon, représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire. Les perspectives économiques du pays restent robustes avec une croissance projetée à environ 7,5% en 2018. Ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est premièrement une augmentation forte de la croissance grâce à l'amélioration de la productivité. Une fois que le conflit est fini, une fois que les conditions économiques se sont normalisées, la productivité ou la combinaison entre les différents facteurs de production s'est stabilisée et elle a permis de croître. Également, un dynamisme accru de l'investissement public et privé avec comme catalyseur le Plan national de développement. Le FMI note cependant des défis qui restent à relever afin de maintenir cette tendance positive de la croissance. Ce qu'il faut faire, c'est mobiliser davantage de recettes budgétaires. Pourquoi? Parce qu'il faut financer des politiques ambitieuses de développement. Et ici, c'est un premier défi pour la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, il est nécessaire de mettre en place des politiques et réformes robustes en vue de permettre à l'économie ivoirienne d'être aussi résiliente que compétitive. Ces politiques devraient mettre l'accent notamment sur le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique, avec une gestion prudente et efficace des finances publiques, l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures tout en créant l'espace nécessaire pour les investissements en infrastructures, l'amélioration du climat des affaires, le développement d'un secteur financier stable et performant,
Le ministre de l'Économie et des Finances a souhaité également que le statut de pays intermédiaire de la Côte d'Ivoire soit désormais reconnu et harmonisé dans les différents rapports internationaux. Le pays représente aujourd'hui 38% du poids économique de la zone UEMOA contre 30% au sortir de la crise en 2012. Voilà pour le chapitre économie de ce journal. On parle également couverture maladie universelle dans cette édition. La CMU qui entre désormais dans sa phase opérationnelle. Lors de la phase expérimentale dans les établissements d'enseignement supérieur public et privé, plus de 100 000 étudiants ont été enrôlés. Ils vont ainsi bénéficier gratuitement des prestations de santé à partir du 1er janvier 2019. Les précisions de Serge Collier. En janvier 2019, la couverture en maladie universelle va rentrer dans sa phase active pour les 150 000 étudiants des universités et grandes écoles publiques et privées. La cotisation annuelle de 12 000 francs CFA doit être versée en 6 tranches de 2 000 francs CFA. Les cotisations seront perçues entre le 1er janvier et le 30 juin en raison des vacances universitaires. Les cotisations, 2 000 francs par personne par mois. Mais les étudiants ont demandé au RPU qu'on puisse leur donner une période de 6 mois, de janvier à juin. Donc, tous ces 6 mois, ils pourront payer la somme de 2 000 francs par mois. Comme ça, à la fin de juin, ils ont payé leurs cotisations. Mais en même temps, l'arrêté permet à tout étudiant qui le désire de pouvoir payer une seule fois. Pour la CENAM, la phase expérimentale lancée en avril 2017 a été un succès. Plus de 110 000 prestations ont été délivrées dans les centres de santé du réseau de la CMU. Durant cette période qui s'est étendue à 9 mois au lieu de 6, l'État a pris en charge les cotisations à hauteur de 900 millions de francs CFA. 9 centres de santé universitaires ont été mis à niveau pour un coût de 2 milliards 200 millions de francs CFA. À la date du 19 novembre 2018, 113 614 étudiants ont été enrôlés, 106 849 cartes produites. On encourage chaque étudiant, dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas enrôlés, d'aller se faire enrôler. Et pour ceux qui sont déjà enrôlés, d'aller retirer leur carte. Parce que la couverture maladie universelle, c'est accessible à tous. La couverture maladie universelle a été instituée en 2014 avec pour objectif de garantir l'accès à des soins de santé de qualité pour tous à des conditions financières soutenables. En 2019, le processus va s'étendre progressivement à toute la population. Les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2019 ont été lancées hier vendredi. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires financiers et techniques ainsi que des acteurs sociaux et économiques. Ce nouveau recensement intervient après celui de 2014. Il est mené par le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. On retrouve Cheikh Koné. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH vient pour pallier les insuffisances d'ordre technique, financier et politique de celui de 2014. 16 ans après le recensement général de la population et de l'habitat de 1998, la Côte d'Ivoire a décidé de réaliser son 4e RGPH en 2014. L'objectif était de disposer d'une base d'information fiable pour orienter les importantes réformes économiques et sociales. Malheureusement, des contraintes n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Ainsi, l'évaluation des résultats du RGPH 2014, effectuée par l'UNFPA à la demande du gouvernement, a recommandé la reprise du processus. Ce nouveau recensement général va nécessiter un investissement de près de 19,6 milliards de francs CFA sur une durée de 3 ans à compter de janvier 2019. Il va mobiliser 40 000 recenseurs. Pour les études préparatoires, le gouvernement a consenti une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Au nom du gouvernement, la ministre Nialé Kaba a lancé un appel aux bailleurs de fonds et partenaires financiers pour la mobilisation des ressources. Le 19 décembre, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée en partenariat avec le système des Nations Unies dans l'objectif de boucler le financement de l'opération. Je voudrais donc profiter de ce micro pour lancer un appel à nos partenaires au développement
pour leur accompagnement financier. Répondant à l'appel du gouvernement, la représentante spéciale du Fonds des Nations Unies pour la population a insisté sur le respect des procédures du recensement afin d'éviter les erreurs du passé. Les leçons apprises des défis du recensement de 2014 attirent notre attention sur 3 principaux aspects à relever. 1. L'importance du respect strict du chronogramme du RGPH. 2. La communication continue au plus haut niveau à tous les groupes d'intérêt dans le pays et l'adhésion de tous les partis politiques et leaders communautaires, guides religieux pour la mobilisation des populations autour du RGPH. 3. La synergie entre l'Institut national de la statistique et UNFPA, l'agence d'assistance technique. Représentant le Premier ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a situé les enjeux du recensement général de la population et de l'habitat. Le RGPH 2019 permettra de fournir des bases de données actualisées, démographiques et socio-économiques, de mettre en évidence les efforts faits par le gouvernement dans les secteurs sociaux. Prévu démarrer en janvier 2019, la publication des résultats, mai 2021. Le RGPH est une opération qui se déroule tous les 10 ans. La première opération a eu lieu en 1975. Je rappelle que le premier recensement général de la Côte d'Ivoire a eu lieu en 1975, le deuxième en 1988, le troisième en 1998, le quatrième, c'était donc il y a 4 ans, en 2014. La Côte d'Ivoire comptait alors 23 millions d'habitants. Des festivals par-ci, des festivals par-là. Depuis plusieurs années, l'on constate une véritable floraison de festivals. Des célébrations patrimoniales, musicales, aux célébrations commerciales, tout y est. Quels sont leurs impacts sur le développement ou sur la cohésion sociale? Sens de simples activités commerciales déguisées, notre équipe de reportage a tenté de savoir à quoi servent ces festivals ou alors qui ils servent réellement et surtout, quelles sont les raisons de cette embolie de l'activité. Franck Quadio. Yakoli Dabo, sud-ouest ivoirien. Des chansonniers entretiennent l'assistance de mélopées oubliées. Le Didiga Festival célèbre l'oralité traditionnelle. De l'engouement autour de célébrations de valeurs traditionnelles, une réalité. Un peu plus haut, au centre-ouest, à Divo, le Djaka Festival, célébration patrimoniale des peuples d'Ida et Godier. Une façon de réconcilier les fils du terroir avec des valeurs perdues. Une vingtaine de festivals du genre sont célébrés chaque année en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a plus de jeunes vraiment disponibles pour pouvoir tisser le pagne raffia. On n'en a plus beaucoup qui puissent taper les tambours que taper nos anciens parents. Encore moins s'exprimer correctement dans nos patois. Aujourd'hui, le Djaka Festival nous permet de mettre tout ceci en exergue et c'est un bonus en tout cas pour toute la région du Lot du Bois. Nous avons découvert des danses qui avaient disparu, qui ont presté pour la dernière fois depuis plus de 40 ans. Le fait de reprendre conscience de soi permet donc de se projeter. L'intérêt est crié dans la région au point où il y a un comeback des filles et fils de la région qui étaient partis depuis un moment, qui avaient trouvé des points de chute intéressants ailleurs. Impacter le développement par l'identité culturelle, mais aussi agir sur le changement de comportement. À Akoué Agban, littoral ivoirien, un festival s'est depuis 2016 donné pour mission redorer les berges lagunaires. Selon son initiateur, l'impact est aujourd'hui positif. Les 3 premières éditions ont contribué à plus donner dans la sensibilisation et que lorsque nous promenons les yeux, vous verrez que nos berges sont maintenant envahies par des visiteurs. Une activité autour de thématiques développées pour le bien communautaire. Mais depuis fin 2011, les festivals sortent de plus en plus de la sphère purement thématique et embrassent un peu plus le développement régional. Les collectivités s'en servent comme outil stratégique. À Bouna, par exemple, le festival des danses traditionnelles du Bunkani est aux premières loges des actions de développement du président du conseil régional. En 2013, nous avons constaté que la région elle-même, en plus du retard sur les infrastructures de développement, restait très peu connue de l'ensemble des Ivoiriens, voire de la communauté internationale. Il nous a paru important
de faire connaître la région de sorte que nos projets puissent intéresser d'autres personnes que nous. Un objectif de départ aujourd'hui productif. Le festival produit forcément de l'argent sur place et par effet indirect parce que des investissements, des dispositions sont prises par les populations pour leur commerce par rapport à la période du festival. Le festival cette année, le dernier jour sera, la matinée sera consacrée à la remise d'une école de 6 classes. Intérêt culturel, écologique, mais aussi économique pour mener à bien l'idée. Dans plusieurs festivals, on multiplie les partenariats. À Divo, les organisateurs du Diaka Festival se réunissent en assemblée générale après les 7 jours d'activité. Au menu, entre autres stratégies, les questions du financement. Une préoccupation cruciale car un festival, ça a un coût. Le Diaka Festival fait un budget de 50 millions environ et jusque-là nous n'avons pas encore eu véritablement, mais nous, avec l'aide que vient d'apporter le conseil régional et la mairie et des promesses que nous avons obtenues, si nous avons des subventions conséquentes, nous pensons que ce festival peut être, n'est-ce pas, à l'image du festival de Popo Carnaval et de l'Abessa. Pour nous qui nous basons sur le social, sur l'humain, un festival, c'est pas moins de 35 millions. Si on veut accueillir les gens, loger les VIP. Un coût, mais aussi des recettes, peu d'informations sur les retombées au niveau finance, mais un constat. La démarche attire entreprises pour promouvoir des marques ou des concepts, des mécènes ou acteurs culturels. Dans le cadre de la musique, il y a aussi la promotion des spécificités gastronomiques. Bref, une floraison d'activités festives, pas toujours organisées. Mais maintenant, chacun se lève et fait son festival du jour au lendemain parce que les gens considèrent que c'est un moyen rapide de rassembler des fonds. Mais ce sont des choses qu'il faut réfléchir pour la pérennisation des actions. Quand les actions ne durent pas, elles ne peuvent pas être efficaces. Pour mieux comprendre, nous prenons rendez-vous avec le directeur de la promotion des arts à charge du festival au ministère de la Culture. Difficile d'en déterminer aujourd'hui le nombre exact. En 2018, par exemple, environ 350 demandes d'appui ont été formulées, plus du tiers les 3 derniers mois de l'année. Pas de quoi s'alarmer cependant. Il n'y a pas de texte régissant l'organisation du festival. La tutelle apporte son soutien au projet fiable. On encourage les associations et les structures culturelles légalement constituées, n'est-ce pas, de proposer, d'initier ces festivals. Et si ça ne se fait pas, les conseils régionaux peuvent également initier ces activités, mais il est peut-être recommandé que des initiatives privées proposent l'activité et puis que ces initiatives soient soutenues par les autorités locales et au plan national également. Il y a cependant besoin de se projeter. L'UEMOA, depuis quelques années, souhaite l'élaboration d'un agenda culturel propre à chaque pays membre. La Côte d'Ivoire s'est engagée. Un répertoire définitif pour la programmation des manifestations festives sera bientôt dressé. L'idée est d'éviter tout chevauchement et favoriser le tourisme. C'était un reportage de Franck Quadio. Nous sommes à présent à la page glamour de cette édition, la page culture. On va parler défilé de mode. Un défilé organisé récemment par la styliste Wafa Sarkis. Dénommé Paillettes et Lumière, ce rendez-vous de la mode ivoirienne vise à promouvoir la beauté de la mode africaine, en particulier la mode ivoirienne. Il s'est agi aussi de recueillir des fonds en vue d'apporter une assistance aux enfants en situation de vulnérabilité dans la commune de Trècheville. Le reportage de Frédéric Oulaye dans nos éditions à venir. L'épidémie d'Ebola en cours dans l'est de la République démocratique du Congo a fait plus de 300 morts. C'est ce qu'ont rapporté vendredi les autorités sanitaires qui saluent quand même une petite victoire, la guérison d'un nourrisson. Il y a eu 303 décès, 255 confirmés, 48 probables et 179 personnes guéries. C'est ce que nous indique le bulletin du ministre de la Santé sur la riposte de l'épidémie d'Ebola daté de jeudi.
Et c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Vous pourrez revoir ce journal sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.